Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, apprendre, s'interroger. Toi qui m'écoutes, tu m'inspires. Toi qui aimes, souffre, danse, ris, tu m'inspires. Toi qui vibres, crie, manifeste, tu m'inspires et tu me fais grandir. Sois sage et parle fort est l'espace où je peux librement donner voix à des sujets qui nous touchent tous. Donner la parole à ceux et celles qui ont des messages à partager. Questionner notre société, débattre, raconter. Je sème des graines, par-ci, par-là, et parfois ça pousse, et c'est super. Si tu arrives ici pour la première fois, mets-toi à l'aise, promis, on est bien. Puis si tu es déjà habitué des lieux, eh bien, merci. Merci mille fois pour ta présence, peu importe de quel pays tu m'écoutes. Sois sage et parle fort existe encore grâce à toi et à toutes les personnes qui m'offrent un peu de leur temps. En début d'année, nous avons été nombreux à suivre les séances des patients sur un divan dans la série En thérapie. Pour la première fois, une série tout entière a été consacrée à ce sujet encore bien tabou, la santé mentale. Enfin tabou. Pour préciser, disons que s'il est désormais admis qu'aller voir un psy peut aider, admettre qu'on en voit un est encore une autre chose. J'avais, je crois, déjà évoqué ce paradoxe au cours de l'épisode sur les psychothérapies. Il est vraisemblablement bien plus simple de dire que l'on a rendez-vous chez le dentiste que de déclarer que l'on doit aller faire un point dans le fauteuil du psy. Et encore, je suis gentille, je parle du cas psychologue. Mais alors, si on va sur le divan d'un psychiatre, mes pauvres loups, n'en parlons pas. Bref, l'image caricaturale du psychiatre reste bien ancrée, celle du vieux monsieur dans son fauteuil en cuir, la pièce un peu sombre, sûrement un tapis et puis du parquet ancien qui grince, tu vois. Probablement une bibliothèque remplie derrière de livres épais sur les classifications des maladies mentales, psychiatres comme psychiatrie, comme folie, comme blouse blanche, comme médicaments, comme hallucinations et plus encore. Les perceptions associées au métier de psychiatre ont malheureusement la peau dure, mais restez un peu, vous allez probablement en apprendre des vertes et des pas mûres. En 2019, la France recensait quelques 15 479 psychiatres en activité, avec une densité nationale, tenez-vous bien, de 23 psychiatres pour 100 000 habitants et une moyenne d'âge de 52 ans. Pour le coup, le cliché se rapproche d'une réalité objective, celle d'un secteur délaissé par l'État, le parent pauvre de la médecine, comme on dit, et en plus d'avoir tendance à être perçue de manière inadaptée, la psychiatrie et plus largement la prise en charge de la santé mentale en France souffre d'inégalités immenses. De la répartition géographique de l'offre de soins en passant par les types de pathologies prises en charge et surtout les personnes étant suivies en psychiatrie, bref, c'est un bazar sans nom. Mehdi, as-tu relu tes fiches avant d'appuyer sur play ? Oui, toi. Peux-tu me dire concrètement ce qui distingue un psychologue d'un psychiatre ? Pourquoi ces métiers souffrent-ils d'autant de méconnaissances et de tabous ? Quand on pense que le recours à la psychothérapie concerne quand même 4 millions de Français au cours de leur vie, ça paraît fou. Toutes les statistiques le répètent. Les Français, dont 70% de femmes, point important, sont toujours plus nombreux à faire la démarche de suivre une psychothérapie, mais toujours aussi peu à l'affirmer. Depuis quand prendre soin de sa santé mentale est-il tabou ? Alors, j'ai mon idée, et sur ce point, je te confère CF l'épisode sur les psychothérapies, mais bon, trêve de blabla. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir parler de la psychiatrie du côté soignant. Et qui mieux qu'une personne directement concernée pour en parler ? Il est celui qui dépoussière les étagères d'une profession pas assez connue. Il rend sa profession accessible, humaine et surtout fondamentale, encore plus à l'heure actuelle. Il offre une nouvelle image à ces prises en charge aussi variées que passionnantes, nous rendant tous concernés de près ou de loin par ces personnes qui, un jour, poussent la porte d'un service de psychiatrie ou du cabinet d'un médecin psychiatre. Et je vais le dire, oui, je suis suivie en psychothérapie depuis mes 18 ans, et sans ça, je ne serais pas du tout où j'en suis actuellement. J'ai eu la chance, vraiment, de toujours être accompagnée par des personnes compétentes, d'abord une femme psychiatre et puis ensuite un homme, avec entre les deux des consultations auprès de psychologues aux approches variées. Ce n'est que depuis peu que j'affirme sans gêne ces rendez-vous, parce qu'oser, c'est déjà se donner le droit d'exister, et c'est immense. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, il faut revenir quelques mois en arrière lorsque j'ai découvert Hippolyte par le biais de son compte Instagram. Plus connu sous le nom de Psy & Coffee, il est à l'origine de cette bulle de douceur dans laquelle il propose une vision bienveillante et accessible de son métier. Une douceur dans les mots et dans les images,
des explications toujours claires et le quotidien d'un psychiatre 2.0 vu de l'intérieur. Si vous hésitiez encore, je suis sûre qu'à l'issue de notre échange, vous serez convaincu d'oser franchir les portes d'un cabinet en cas de besoin. Comme vous avez pu le constater en fil rouge des épisodes, la santé mentale est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui souffre selon moi d'une communication racoleuse. Les articles sur la santé mentale et la morosité des Français pullulent sur la toile, parfois de manière inappropriée. Entre réseaux sociaux, coachs en tout genre et désinformation, il me semblait important de donner la parole à ceux qui sont les premiers acteurs du secteur de la santé mentale. Nous abordons ici un sujet aussi vaste que complexe et je suis infiniment reconnaissante à Hippolyte d'avoir accepté de nous parler de son métier. Nous aborderons évidemment son quotidien de psychiatre, les raisons qui l'ont poussé à choisir cette voie, les doutes qu'il a pu avoir face à certaines pathologies et au contraire celles qui le passionnent. Au vu de l'actualité, nous ne manquerons pas de parler de l'état des lieux de la santé mentale en France. Quels sont les moyens à disposition des soignants, les conséquences de la pandémie sur notre santé mentale et les solutions possibles. Puis aussi, parce que nous nous sommes croisés au détour des réseaux sociaux, peut-être aurions-nous intérêt à nous pencher sur les déviances qui peuvent en découler, ainsi que sur les pathologies mentales stigmatisées et méconnues. Avec l'espoir et la certitude que ce podcast pourra servir au plus grand nombre, bonne écoute à toi. Et bonjour Hippolyte, je vais te laisser le soin de te présenter et nous dire qui tu es. Eh bien, bonjour Marie. Écoute, déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast que j'apprécie beaucoup. Pour me présenter, moi, je m'appelle Hippolyte, j'ai 29 ans et je suis encore étudiant en médecine, oui. Là, je suis en 10e année de médecine, en internat, et moi, j'ai choisi de me spécialiser en psychiatrie avec l'option pédopsychiatrie. Moi, je suis originaire de Charente-Maritime. Actuellement, je vis sur Poitiers où je fais mon internat. Et en fait, toute la première partie de mes études médicales, je les ai faites sur Bordeaux. Et ensuite, j'ai choisi le CHU de Poitiers pour réaliser mon internat afin de me rapprocher de mes proches. 29 ans, 10 ans d'études. Donc du coup, aujourd'hui, tu es encore étudiant ou on peut dire que tu es psychiatre? Aujourd'hui, je peux pas encore dire que je suis psychiatre, je peux dire que je suis médecin. Quand on finit notre 6e année, on devient médecin. Mais par contre, je suis pas encore docteur en psychiatrie. Ça, il faut que j'attende de soutenir ma thèse, qui arrive très bientôt d'ailleurs, parce que en novembre 2021, je la soutiens. Et là, je pourrais dire que je suis docteur, mais pas encore docteur en psychiatrie, parce que ça, il faut que j'attende l'année d'après où je vais soutenir mon mémoire de fin d'études, là, qui me donnera officiellement le titre de docteur en psychiatrie. Donc ça sera à la fin de mes études. Waouh, faut être déter quand même, parce que du coup, ça va faire 11-12 ans presque. C'est 12 ans d'études, ouais, pour devenir pédopsychiatre, ouais. Ah oui, parce que si ça avait été entre guillemets psychiatre, Si tu veux juste devenir psychiatre, si tu fais pas d'option, c'est 1 an de moins. Donc au lieu de que ce soit 12 ans, c'est 11 ans d'études. Voilà, le fait de faire une option, ça te rajoute 1 an d'internat, en fait. on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, au bout d'un moment, tu comptes plus, hein. Je t'ai connu, enfin je t'ai découvert à travers ton compte Instagram Psy and Coffee. Depuis quand tu as ce compte et pourquoi tu l'as créé? Qu'est-ce que tu y fais? Et est-ce que les gens autour de toi sont au courant? Moi, j'ai débuté le compte Instagram, quand j'ai commencé l'internat, en fait. C'était un compte plutôt perso où je postais un petit peu de tout pour, moi, avoir une trace, de mon internat, un peu comme un journal de bord, en fait. Progressivement, je racontais à mes proches ce que je vivais, ce que je voyais en stage, tout ça, et en fait, j'ai remarqué que la vision qu'eux, ils avaient de la psychiatrie, elle correspondait pas du tout à ce que moi je vivais sur le terrain. Et là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'axer le compte Instagram plus sur ça, plus sur la santé mentale, sur l'expérience de l'internat, tout en essayant d'apporter des connaissances sur cette spécialité qui reste peu choisie par les étudiants en médecine. Le secteur de la psychiatrie souffre de stigmates ancrés. Ce que tu transmets via Instagram, ça permet vraiment de simplifier, de rendre accessibles les choses, autant vis-à-vis de personnes potentiellement des patients, que d'autres étudiants peut-être qui sont pas aussi avancés dans les études que toi. Et je trouve ça vraiment original parce que des psychiatres sur Instagram, on n'en voit pas beaucoup, je crois. Et je t'avoue que j'en ai pas vu. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie, de me lancer là-dedans, c'est que, la psychiatrie, au sens large, c'est vraiment quelque chose de très stigmatisé et je voulais un peu changer cette image qu'on peut avoir de la psychiatrie. Sur le terrain, c'est pas ça, quoi. Comme on l'a dit juste avant, tu es actuellement en fin d'études de psychiatrie. Est-ce que tu peux rappeler, on va dire, la chronologie que tu as dû faire pour pouvoir devenir pédopsychiatre? Et puis, est-ce qu'il y a des options possibles? Enfin, quels sont les différents cheminements qui sont possibles pour devenir psychiatre? Alors,
Pour devenir psychiatre ou pédopsychiatre, il faut passer par les études médicales en fac de médecine parce que le psychiatre, c'est avant tout un médecin. Et donc, en tant que médecin, il a tout le bagage des connaissances médicales que tout médecin doit avoir. Moi, à l'époque, et actuellement encore, je crois que pour accéder aux études médicales, il y a toujours ce concours en première année qui, selon ton classement, te permet d'accéder à la suite des études médicales. D'accord, et après, il me semble de mémoire que selon ce que tu souhaites suivre comme cursus, tu peux prendre genre médecine générale, tu kiné, sage-femme, c'est ça? Ouais, là je parle encore à mon époque, hein, mais je pense que c'est toujours pareil. Tu vas choisir ce que tu as envie de faire. Tu peux postuler à autant de concours que tu veux, mais ça te donne des matières en plus et peut-être des chances en moins d'avoir une place, en fait. Pour, déjà choisir psychiatrie, il faut, lors de la première année, choisir les études de médecine et ensuite tu rentres dans le cursus des études médicales qui se décompose déjà en 6 ans de tronc commun. Et en fait, pendant ces 6 ans, tu vas avoir l'apprentissage des bases, toute la physiologie du corps humain, l'anatomie, tout ça. Et ensuite, de la 4e année à la 6e année, là, tu deviens ce qu'on appelle externe en médecine. Un externe en médecine, c'est un étudiant qui partage son temps entre l'hôpital, où il est en stage, et les cours à la fac. Quand il est à l'hôpital, il va faire des stages de plusieurs semaines et il va tourner dans plein de services différents, que ce soit la cardiologie, la chirurgie, la psychiatrie, enfin tu vois, pour découvrir si telle ou telle spécialité peut lui plaire. Et à côté de ça, et c'est ça qui est pas rigolo, c'est que il continue d'avoir des cours parce que pendant ces 3 ans d'externat, tu prépares un deuxième concours qui arrive en fin de 6e année, les ECN pour épreuve classante nationale, où là en fait tu es en concurrence avec tous les étudiants de 6e année de France. Tu vas être interrogé sur les 3 ans d'externat, en fait, toutes les connaissances que tu as acquis pendant 3 ans. Et en fonction de ça, tu vas avoir un classement national. En général, tu as entre 8 000 et 9 000 personnes qui passent ce concours. Et selon ton classement, là, tu as le droit de choisir la spécialité que tu veux faire et l'endroit où tu veux le faire. Oh, waouh, Ouais, 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 non, waouh, 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 c'est franchement, difficile. c'est chaud, surtout quand tu veux faire une spécialité qui est ultra demandée. Par exemple, je sais que quand tu veux faire cardiologie à Bordeaux, si t'es pas classé dans les 150 premiers, tu n'auras pas cardiologie à Bordeaux parce que ça part très vite, il y a très peu de place, c'est compliqué de l'avoir. Et dans ces cas-là, tu redoubles, tu te rabats sur autre chose. C'est ça. Soit en fait, tu as la chance de redoubler, et alors, tu vois, de dire que tu peux avoir la chance de redoubler, c'est quand même chaud, hein, parce que du coup, tu refais un an où tu as cette pression du concours à préparer voilà, l'examen, ou soit tu choisis une spécialité, soit ailleurs, ou soit une autre spécialité si tu n'as plus assez accès à cette spécialité. Ça se trouve, il y a plein de médecins qui en fait ont fait une spécialité par défaut. Ah oui, complètement. Il y en a beaucoup hein, qui, franchement, c'est assez triste. Et du coup, on comprend pourquoi tu as certains étudiants en médecine qui peuvent se coller une certaine pression quand depuis toujours ils veulent faire, je sais pas, chirurgie plastique, qui se retrouvent à faire autre chose. Ça peut être assez frustrant, ouais. Pour avoir la place en psychiatrie, est-ce que c'est très demandé? Est-ce que c'est dans les priorités? Est-ce qu'il y avait beaucoup de concurrence entre guillemets à côté de toi? C'est là où la psychiatrie, c'est plutôt cool quand on veut faire cette spécialité parce que la psychiatrie, c'est une spécialité qui est parmi les moins choisies aux ECN. Il y a toujours un top des spécialités les plus prisées et un peloton de fin avec les spécialités les moins prisées qui est composé de la psychiatrie, la santé publique, tu vas avoir la biologie médicale, tu vois, toutes ces spécialités qui donnent pas forcément envie. L'avantage, c'est que quand tu as envie de faire cette spécialité, tu peux avoir un classement qui est pas ouf, et avoir accès à cette spécialité. Et du coup, pourquoi ce métier et quel fut le chemin pour en venir là? Et évidemment, comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit, bah là, en fait, je veux devenir psychiatre? À quel moment ça s'est fait tout ça? En fait, moi, j'ai voulu faire médecine quand j'étais en seconde. Alors je sais pas si tu es de la même époque que moi, mais à l'époque, quand j'étais en seconde, c'était la période Grey's Anatomy. Oui, Docteur House aussi. Ouais, Il Doctor y avait House, Docteur House. Grey's Anatomy, toutes ces choses-là, enfin, c'était vraiment, l'épopée des séries médicales et moi, j'ai plongé dedans et au début, c'était pas du tout la psychiatrie, moi, qui m'intéressait, c'était, la chirurgie esthétique, tu vois? Donc rien à voir, clairement rien à voir, c'était l'opposé, de la spécialité. La chirurgie réparatrice ou vraiment esthétique en mode esthétique? C'était les 2, c'était esthétique et réparatrice, mais voilà, je voulais être chirurgien, chirurgien, c'était trop la classe, enfin, tu vois? J'étais en seconde, donc il y avait aussi cette
certaine immaturité. Mais bon, ça m'a quand même fait tenir, hein, jusqu'à la médecine parce que j'ai quand même passé le concours de première année avec cette idée en tête de devenir chirurgien et tout ça. Sauf que, en fait, pendant l'externat, comme je te disais, tu passes dans différents services et moi, je suis passé en chirurgie plastique, donc au bloc opératoire et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que la chirurgie, c'était pas du tout fait pour moi. À chaque fois que j'étais au bloc opératoire, je luttais contre le malaise vagal, tu vois, je mettais les bas de contention et tout pour essayer de pas tomber dans les pommes, mais à chaque fois, j'arrivais Ah pas, ouais, quoi. carrément! Ouais, ouais, franchement, C'était le côté, chirurgie qui te dégoûtait quoi, enfin qui te c'est là où je me suis rendu compte que les séries, c'est de la fiction, quoi. L'hôpital, c'est pas du tout la même chose, hein. Quand tu es au bloc opératoire en France, c'est pas Grey's Anatomy, quoi. C'est pas aussi fun, que dans Grey's Anatomy. Je me suis rendu compte que la chirurgie, c'était pas fait pour moi, quoi. En fait, je m'en suis rendu compte en quatrième année de médecine et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire?» Heureusement, j'ai pu passer dans plein d'autres stages différents et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant de passer dans ce stage de chirurgie plastique, j'étais déjà passé en psychiatrie. Bah, en fait, la psychiatrie, ça m'avait pas trop intéressé parce que, ben, je l'envisageais pas du tout, tu vois? J'étais en mode, je veux faire mmh. chirurgie, donc la psychiatrie, c'est pas pour moi. Surtout que les psychiatres, bah, c'est pas des médecins, nin Enfin, tu vois, j'avais moi-même les gros clichés de la psychiatrie. Bah, je m'étais pas du tout investi dans ce stage, mais en y repassant en sixième année, après avoir écumé toutes les autres spécialités où je me suis dit: «Putain, mais c'est pas possible, ça va pas me plaire», je me suis dit: «Bon, bah, allez, je retente la psy, on verra bien» et là, au final, c'était la révélation. Franchement, grosse révélation parce que, bah, quand tu es en sixième année, tu as quand même 6 ans d'études médicales, tu as beaucoup plus de connaissances, tu as plus d'aisance avec les patients et on te donne plus de responsabilités. Tu étais tombée dans quel type de service, en sixième année du coup? Alors en sixième année, j'étais dans un service, d'hospitalisation adulte en service fermé pour les patients qui sont en soins sous contrainte. Donc c'était plutôt des pathologies assez lourdes, des personnes bipolaires, en décompensation, des personnes schizophrènes en décompensation. Enfin, c'était des trucs assez lourds, mais vraiment je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait beaucoup me plaire parce que j'ai rencontré des patients, nous en médecine on appelle ça les patients coup de cœur, tu vois? C'est des patients qui, te font comprendre que la spécialité, c'est peut-être la bonne en fait. Waouh! Ouais, ouais et en fait, moi, je me souviens de cette patiente, elle avait peut-être 50 ans. Elle avait, aucun antécédent psy, hein, vraiment, rien du tout et en fait, elle avait un délire qui était orienté autour du kidnapping d'un de ses enfants. C'est assez farfelu parce que cette patiente, elle avait un arrêt de ses règles dû à la ménopause, en fait, mais ça, elle l'avait pas interprété comme ça et pour elle, elle avait créé un délire autour de ça en se disant: «Bah, si j'ai plus mes règles, c'est que je suis enceinte». Et du coup, elle avait élaboré ce délire pendant des mois et un jour, en fait, elle s'est évanouie dans sa cuisine et elle s'est réveillée et puis là, en fait, son délire était orienté sur le fait que, il y avait la mafia qui était venue lui kidnapper son enfant et vraiment son délire lui engendrait énormément de souffrance par rapport à ça. Enfant qui Enfant qui n'existait pas, hein. n'existait pas de fait puisqu'elle est non mais attends, mais du coup, mais c'est ça peut arriver à tout le monde quoi, enfin elle a fait un délire. Voilà, c'est ça et en fait, au-delà du délire, c'est pour ça qu'elle était hospitalisée, hein, pour qu'on essaye de traiter ça. En fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué chez cette patiente, c'est vraiment la souffrance authentique dans son regard. Enfin, quand, elle te racontait son histoire, enfin, tu étais pris, en fait, dans son histoire et tu voyais qu'elle, elle y croyait dur comme fer et franchement, c'était assez difficile à tenir, quoi, parce que tu te dis: «Waouh, la souffrance, en fait, ça peut toucher tout le monde et quel que soit ton milieu professionnel, en fait». Parce que cette dame, tu sais, je sais plus ce qu'elle faisait comme métier, mais elle devait être cadre ou enfin, tu vois, quelque chose ouais, ouais, c'était quand même assez dingue, hein. Donc voilà, elle faisait partie des patients où je me suis dit: «Ah ouais, franchement, la psychiatrie, ça peut être vraiment cool, quoi». Ouais, c'est Ouais, ouais. passionnant, tu vois des choses que tu vois pas ailleurs et tu découvres l'humain sous toutes ses facettes les plus dingues quoi. Enfin, Ouais. quand je dis dingue, c'est pas dans le sens, péjoratif, mais dans le sens, le cerveau fait des choses parfois, incroyables, c'est ça. Complètement et c'est vraiment cette souffrance, vraiment la souffrance psychique plus que le délire, en fait, plus que la symptomatologie délirante et cette souffrance psychique, en fait, je me suis rendu compte qu'elle concernait tout le monde. Au cours de l'internat, je l'ai retrouvée chez tous les patients que j'ai rencontrés, mais c'est que en dehors de l'hôpital, cette souffrance psychique, on la rencontre, ben, chez tout le monde, quoi et c'est vraiment ce côté-là qui m'a beaucoup plu, d'aider les gens à apaiser cette souffrance. Quand tu as découvert, en toi cette vocation, tu l'as peut-être partagée à tes proches ou à tes amis. Quelle fut la réaction autour de toi? Alors, c'est rigolo parce que je repense à ce moment où j'ai dit à mes proches que j'allais choisir la psychiatrie. Et là, ils avaient tous la même réaction. Mais c'est la réaction de monsieur et madame tout le monde. Et puis même moi, ces réactions, je les avais avant. C'était beaucoup d'étonnement, d'incompréhension et surtout de l'inquiétude avec bah, des phrases du type mais t'as pas peur des patients, t'as pas peur de devenir fou. Tu vois, tous ces questionnements
qui, au final, beh, se sont vite évaporés quand, je leur racontais ce que je vivais au cours de mon internat. Mais en tout cas, quand, je leur ai expliqué que je voulais faire cette spécialité, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, ouais. C'est vrai que c'est un métier, qui souffre encore d'une méconnaissance, je pense. Autant psychologue, ça va, on commence à dire le mot psychologue, psychothérapie, mais le mot psychiatre, il est encore, empreint d'un imaginaire collectif qui est un peu, pas forcément très précis. Du coup, avant qu'on continue, dans la suite de nos blablas, peut-être un petit point, définition. Comment est-ce que tu définirais, toi, avec tes mots, le métier de psychiatre et ses différences principales avec, un ou une psychologue? Bah, écoute, ça déjà, c'est une très bonne question parce que, c'est une question qui revient très souvent dans l'esprit des gens. Pour faire simple, un psychiatre, faut garder à l'esprit que c'est un médecin. C'est un médecin qui a décidé de se spécialiser dans la santé mentale. Il s'occupe des patients qui présentent des souffrances psychiques, mais aussi des maladies mentales. Il peut évaluer, poser des diagnostics et mettre en place des traitements si besoin, des traitements médicamenteux, mais aussi des traitements non médicamenteux. Le psychiatre, il peut faire ce qu'on appelle de la psychothérapie, s'il est formé à telle ou telle méthode. Pour expliquer rapidement ce que c'est des méthodes de traitement non médicamenteuses basées sur la parole, les différents entretiens. On va utiliser des moyens psychologiques pour essayer d'aider le patient à régler sa problématique. Donc ça, c'est quelque chose que font les psychologues, mais que peuvent aussi faire les psychiatres. Beaucoup de psychiatres ne prennent pas ce temps-là et ils délèguent cette tâche aux psychologues. Mais certains pratiquent quand même cette psychothérapie et ça, pour le coup, c'est vraiment, cool pour moi, je trouve, parce que ça donne une casquette supplémentaire pour le psychiatre et ça peut le rendre très polyvalent. Je pensais qu'un psychiatre pouvait, de fait, avoir une approche de psychothérapeute. Enfin, je pensais pas qu'il fallait se former en plus. Ça veut dire qu'il y a quand même aussi une part des psychiatres qui se, entre guillemets, «cantonnent» de donner des médicaments adaptés par rapport aux différentes, problématiques ou différentes angoisses, quoi. C'est ça et en fait, quand tu es psychiatre, tu sais mener des entretiens et en fait, tu sais faire une psychothérapie qu'on apprend, c'est la psychothérapie de soutien. C'est-à-dire que tu vas écouter les problématiques du patient, tu vas reformuler, tu vas essayer de lui apporter ton soutien, mais c'est juste cette forme de psychothérapie qu'on sait tous faire, on va dire. Mais après, tu as énormément de psychothérapies qui existent comme la TCC, la psychanalyse, le MDR, enfin tu vois, il y a plein, plein, plein de choses et là, faut vraiment se former pour pouvoir être apte à le proposer à nos patients. Et aussi, chose importante, c'est que, étant donné que c'est un médecin, le psychiatre, il est remboursé par la sécurité sociale. Ensuite, les psychologues cliniciens, les psychologues qui ont décidé de se spécialiser dans la santé mentale, tu peux choisir entre la psychologie du travail, la psychologie clinique, enfin, tu vois, il y a plein de branches différentes. Et donc, les psychologues cliniciens, eux, ils sont passés par la fac de psychologie. Donc, ils ont tout le bagage sur la psychologie que les psychiatres, nous, on n'a pas eu pendant notre cursus médical. D'accord? Ils sont pas remboursés actuellement. De manière générale, c'est pas trop remboursé et c'est, je pense, une des choses qui fait que les gens sont un peu réticents à les consulter. Bah, c'est bizarre parce que pourtant, il ressort des chiffres que les gens ont plus la facilité à aller pousser un cabinet de psychologie, enfin d'un psychologue, que celui d'un psychiatre, quand bien même la psychiatrie est de base remboursée à hauteur de 39 €. Si jamais il y a un dépassement d'honoraires, ce qui est souvent le cas, on va dire, dans un cabinet psychiatre, une prise en charge ou non par la mutuelle qui vient en complément. Et comme tu l'as très bien dit, les psychologues ne sont pas remboursés. Et il y a parfois une prise en charge des mutuelles, mais je pense quand même que si on devait faire un portrait robot de la personne qui va voir, un ou une psychiatre et psychologue d'ailleurs, c'est principalement des femmes et souvent des personnes de CSP+, parce que ça veut dire qu'ils ont les moyens, on va dire, quelque part de se payer des séances. Alors qu'en psychiatrie, les personnes qui sont face potentiellement un jour à un psychiatre sont plus souvent des classes un peu plus défavorisées ou alors des cas où il y a des pathologies, mentales qui nécessitent des soins, réguliers du style, schizophrénie, bipolarité et cetera et où il y a du coup besoin d'un traitement, et d'un suivi quand même, je pense, un peu plus, fort. Voilà. Ouais, ouais, mais tu as tout à fait raison, hein. C'est vrai que, ben, on va voir un psychiatre parce que soit on a une maladie mentale ou soit parce qu'on sait que c'est remboursé. Ça enferme le rôle de psychiatre dans ce rôle-là de prescripteur de médicaments, de pose de diagnostic. Mais en fait, c'est pas que ça. Il y en a beaucoup, effectivement, qui font ça, mais pas tous. Et ça, c'est important à savoir. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu veux,
être pris en charge par un psychiatre. Si tu tapes psychiatre sur Doctolib, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont psychiatres et qui se mettent sur Doctolib parce que je pense que c'est un peu du contact. Enfin, il y a une espèce de... Ouais, c'est pas si évident que ça. Et puis, il y en a beaucoup qui prennent pas de nouveaux patients. Ou alors, il faut avoir un courrier de son médecin ou alors avoir été pris en charge dans un service psychiatrique et du coup être suivi ensuite par les psychiatres du service. Enfin, c'est pas si évident que ça, alors que aller voir un psychologue, c'est aussi vachement plus accessible. Je pense que les psychologues, du coup, ils ont pas autant ce côté service public, etc. Et du coup, ils ont plus ce côté communication sur leur prise en charge. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Après, je pense qu'il faudrait poser la question à un psychologue, du coup, directement. Je pense qu'ils seront beaucoup plus aptes à répondre. Mais oui, effectivement, ça peut être une façon de voir les choses, hein. Et toi, concrètement, est-ce que tu as eu, un coup de cœur ou des spécialités qui t'ont vraiment, vraiment passionné? Pourquoi? Et puis, bah, au contraire, quelles sont les pathologies ou les approches qui te plaisent moins? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais à Bordeaux, pendant la première partie de mes études médicales et pendant l'externat, j'ai pas pu passer en pédopsychiatrie. Les stages n'étaient pas ouverts pour la pédopsychiatrie, donc je connaissais pas du tout. J'ai choisi l'internat en imaginant faire de la psychiatrie adulte exclusivement. Sauf que pendant ma première année d'internat, c'est là où j'ai découvert la pédopsychiatrie. Je suis passé dans un stage en psychiatrie de l'adolescent. Et là, vraiment, j'ai hyper accroché à cette population. Les problématiques, c'était complètement différent de l'adulte. Les interactions avec l'environnement qui sont hyper déterminants. La clinique qui est très complexe. L'enfant et l'adolescent, c'est des êtres en constante évolution. Et du coup, en tant qu'interne en psychiatrie, ça te fait faire une gymnastique intellectuelle pour comprendre un petit peu ce qui se passe, poser des diagnostics et orienter la prise en charge. Donc ça, par rapport à la population, j'ai vraiment beaucoup accroché à la pédopsychiatrie. Donc adolescent, puis après j'ai découvert l'enfant, donc pareil, super intéressant. Mais j'aime aussi travailler avec l'adulte, tu vois. C'est un petit peu mon problème, c'est que j'aime bosser avec tout le monde et j'arrive pas à choisir une seule population. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'option pédopsychiatrie pour avoir un an de formation supplémentaire et pouvoir à terme, si je veux, faire exclusivement de la pédopsychiatrie. Mais je pense que je continuerai de bosser avec les adultes parce que j'aime beaucoup ça aussi. Est-ce qu'il y a des pathologies qui te passionnent, on va dire, plus que d'autres? Moi, j'aime beaucoup les troubles anxieux. Les troubles anxieux, c'est un petit peu mon dada. Tout ce qui est phobie, troubles paniques, agoraphobie. J'aime beaucoup les troubles anxieux, mais à contrario, il y a d'autres choses que j'aime un petit peu moins, comme par exemple, l'addictologie. Parce que c'était, moi je trouve que c'est très frustrant, parce qu'il y a beaucoup de rechutes. Et puis il y a aussi les pathologies dites lourdes, comme la schizophrénie, la bipolarité, mais surtout en décompensation. Quand les patients sont en décompensation de leur pathologie, là il y a souvent un certain degré d'urgence, comme par exemple dans la décompensation maniaque de la bipolarité, ça reste quand même très impressionnant, c'est toujours hyper sport à prendre en charge. Donc voilà, tout ce qui fait une grosse décharge d'adrénaline, moi j'ai un petit peu de mal. Gestion du stress, tout ça, même les psychiatres, ils sont concernés, hein, c'est pas facile. Ah mais tout le monde est touché, ouais, parce que c'est important. On fait une spécialité qui demande quand même pas mal de soi et donc parfois c'est difficile à gérer, parfois c'est facile à gérer, mais en tout cas oui, on reste humain avant tout. Et est-ce que du coup, tu as déjà été, effrayée ou en colère face à certaines situations? Est-ce que tu as déjà eu peur? Alors moi, j'ai jamais eu peur pour moi. À chaque fois que j'ai été confronté à des situations, j'ai jamais eu peur pour moi, mais par contre peur pour les patients, oui, et ça arrive de temps en temps. Autant en psychiatrie, il n'y a pas énormément de situations d'urgence vitale comme on peut avoir dans d'autres spécialités, autant il y en a une situation qui est la bête noire des psychiatres, c'est le suicide. Parce que faut pas oublier que tous les ans, c'est environ 10 000 personnes qui se suicident en France. Et donc, quand on est face à des patients qui présentent des idées suicidaires, eh ben, on va évaluer ces patients, on va évaluer la crise suicidaire et selon ce qu'on aura vu pendant l'évaluation, on va orienter la prise en charge. Parfois, on hospitalise quand c'est vraiment compliqué et qu'on veut protéger le patient, mais parfois, on n'a pas de gros critères d'hospitalisation et on décide de faire repartir le patient à la maison. Le risque de passage à l'acte, en fait, il est toujours présent et même si on est formé, on n'a pas encore des cours de télépathie. Donc, on lit pas trop dans les pensées encore, voilà. Donc, c'est toujours une prise de risque hein, pour le praticien. Ouais, je me doute parce que tu te dis: «J'ai fait mon entretien, je pense qu'il est à peu près stable, est-ce que je le renvoie? Est-ce que je le garde? Mais en même temps, j'ai peut-être pas forcément de place, qu'est-ce que je fais?» Ouais, ouais, ça c'est compliqué. Alors chez les adultes, hein, c'est compliqué, mais alors chez les adolescents, c'est chaud aussi, hein, de se dire, je fais repartir un adolescent qui a des idées suicidaires. Les idées suicidaires, c'est pas nécessairement un critère d'hospitalisation en soi. On peut le travailler sur l'extérieur. Donc voilà, c'est quelque chose de difficile à gérer. C'est la bête noire des psychiatres. En tout cas, c'est ma bête noire à moi et je suis jamais hyper à l'aise, face à ça.
Mais après, sinon, concernant les situations impressionnantes, oui, j'en ai vécu quelques-unes. Ce qui, moi, m'impressionne toujours, c'est la décompensation maniaque dans la bipolarité. Ouais, c'est impressionnant. C'est à voir au moins une fois dans sa vie quand on travaille pas en psychiatrie pour se faire une idée de ce que c'est, hein. Et ça ressemble à quoi? Le patient, tu vas le voir, il va être exalté, peut devenir très familier, être accéléré psychiquement, donc c'est-à-dire que les pensées vont très vite. Physiquement aussi, il va être très agité, il va bouger partout. Aussi, il peut être désinhibé et se mettre en danger. Dans ces moments-là, on sait en tant que thérapeute qu'il va falloir protéger le patient de lui-même et souvent l'hospitaliser. Mais lui, il le voit pas de ce côté-là en fait. Il est contre l'hospitalisation parce qu'il voit pas l'intérêt de se faire hospitaliser. Il est trop bien. Et en fait, quand on lui propose ça, du fait de sa désinhibition, il peut se montrer violent. Et là, moi, j'aime pas trop ça parce que la violence, j'ai horreur de ça. Et du coup, on sait que ça va être un peu sport. Et là, il y a le shoot d'adrénaline qui est là. Et moi, j'aime pas trop. Ça me fait penser à un truc, alors je sais pas si c'est des cas de décompensation, mais il m'arrive des fois de croiser des personnes sans domicile fixe qui ont des attitudes un peu de ce genre-là, qui divaguent, qui crient, qui parlent fort, qui ont l'air génialement heureux, enfin qui ont l'air super désinhibés au bord du métro ou dans les escaliers, etc. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a une forte prévalence des troubles psychiatriques chez les SDF. Alors je dis pas que c'est la cause de leur situation concrète, mais enfin c'est peut-être pas parce qu'ils ont cette pathologie-là qu'ils sont SDF et vice versa, c'est pas parce que ils sont SDF qu'ils ont cette pathologie. Enfin je sais pas l'ordre dans lequel ça se chemine, mais j'ai souvent vu ou croisé des SDF qui avaient ce genre d'attitude un peu impressionnante. Alors je sais pas si t'as quelque chose sur ça ou pas. Eh ben, en fait, quand on souffre de pathologie mentale, si on n'est pas pris en charge, il y a un risque de marginalisation. Et après, si on devient SDF, eh ben, on peut avoir d'autres comorbidités, donc c'est-à-dire d'autres choses qui peuvent nous arriver et qui vont alourdir la pathologie initiale, par exemple. Par exemple, ça peut être des consommations de drogue, d'alcool, la violence, enfin, Mm. tu vois, toutes ces choses-là, et ça peut faire un cercle vicieux. Je dis pas que les SDF que tu as pu croiser, ils sont tous bipolaires et maniaques, hein, parce qu'il suffit de boire un peu d'alcool pour être désinhibé, hein. Mais en tout cas, on sait que les personnes souffrant de troubles psychiatriques ont malheureusement plus de chances, enfin, de finir à la rue comme ces personnes-là, quoi. Mais on peut développer une pathologie du type bipolarité ou autre comme ça à n'importe quel moment où il y a forcément quelque part, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous et qui sommeille, on va dire? Alors, tout ce qui concerne les maladies psychiatriques, en fait, il faut savoir qu'il y a souvent une part de génétique et d'hérédité. Pour la bipolarité, si on a nos 2 parents qui souffrent de bipolarité, on a plus de chances, nous, d'avoir ce terrain favorable à la bipolarité. C'est pas une fatalité. Tous les enfants de parents bipolaires ne le sont pas. Et c'est là où va intervenir l'environnement. C'est-à-dire si tu vis dans un environnement qui est sain, un environnement qui est sécure, tu as moins de chances de développer des troubles. Après, si tu vis dans un environnement avec, je sais pas, de la maltraitance, des carences affectives, toutes ces choses-là, tu augmentes les probabilités de développer certains troubles. Ça, dans tous les troubles psychiatriques, souvent, il y a ces choses-là. Il y a les composantes génétiques, mais il y a aussi les composantes environnementales. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a un événement en particulier, qui a été très marquant, que ça soit avec des patients, patientes ou avec des soignants? Oui, plusieurs même, mais celui que je raconte tout le temps, c'est celui qui m'a le plus marqué. Pendant ma première année d'internat, quand j'étais en pédopsychiatrie de l'adolescent justement, pendant ce stage-là, on avait des consultations où on rencontrait des adolescents et on les suivait, sur le semestre en fait, pendant toute notre période de stage, on suivait les adolescents sur des consultations et j'ai reçu ce patient de 17 ans qui venait du Niger. Son histoire, elle est, émouvante moi je trouve. Je vais vous la raconter assez rapidement. En fait, cet ado, il avait fui son pays avec son oncle parce que là-bas, il existait des maltraitances et il avait fait le chemin pour venir jusqu'en France. Ce qui s'est passé, c'est que dès le début de son parcours, il avait fait une chute et il s'était fracturé le fémur. Donc tu vois déjà ça commençait mal, le pauvre, enfin. Ensuite, lui et son oncle, ils ont été arrêtés dans un autre pays et ils ont été emprisonnés. Ils ont subi de la torture, donc physiquement et psychologiquement, pendant plusieurs semaines. Cet ado, il avait réussi à s'échapper de cette prison avec un groupe de migrants et il avait dû laisser son oncle là-bas. Il avait réussi à arriver en France. Et nous, on l'avait rencontré quelques semaines après et il présentait clairement un état de stress post-traumatique. D'autant plus qu'il venait d'apprendre que sa mère, qui était restée là-bas au Niger, avait été tuée, renversée par un camion. Donc encore des choses Mmh. qui viennent
alourdir le truc. Il avait été accueilli dans un foyer pour jeunes migrants qui a été tenu par un gentil couple et nous, on l'avait rencontré devant cet état de stress post-traumatique. Quand je l'ai rencontré, clairement, il avait des critères pour l'hospitaliser. Mais en y repensant, à ce moment-là, on s'est dit, on va pas le faire. On va pas l'hospitaliser parce que ça va être contre-productif. Ça va lui rappeler les traumatismes du passé, l'enfermement, tout ça. Donc, on a joué la carte de le suivre très régulièrement sur des consultations. Donc moi, tu vois, je l'ai suivi pendant tout le semestre, pendant 6 mois. La première fois que je l'avais vu, il était prostré, apeuré, mutique, il parlait pas du tout. Et on avait mis en place un traitement antidépresseur. Et quelques semaines après, on avait proposé une psychothérapie qui s'appelle l'EMDR. Pour les gens qui connaissent pas, l'EMDR, c'est une psychothérapie qui est basée sur le mouvement oculaire et qui a une très bonne indication dans tout ce qui est psychotraumatisme. Et donc, lors du dernier rendez-vous, il allait beaucoup mieux. L'antidépresseur et l'EMDR avaient bien fonctionné. Alors, il avait encore des blessures du passé, hein, mais lui, il était souriant et il retrouvait le goût de vivre et il se projetait sur un futur. Pour moi, j'étais vraiment hyper content. Et à la fin de cette consultation, quand je lui ai dit au revoir, là, je me souviens de cette phrase, en fait. Alors, c'est plus la phrase exacte, je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit quelque chose du type Je ne trouve pas de mots plus forts, mais merci pour tout. Et ce jeune, quand j'y repense, c'est vraiment l'exemple de la résilience. Tu vois, il m'a vraiment impressionné. Ça m'arrive des fois de repenser à lui. Et tu vois, quand on râle pour une broutille, je me dis que quand même, on a la chance de vivre dans un pays libre comme la France, malgré tout. Donc ouais, c'est une histoire assez émouvante. Et quand j'avais pris de ses nouvelles, eh ben en fait, il avait commencé une formation en boulangerie. Et truc vraiment rigolo, c'est que le couple qui tenait le foyer pour migrants, ils avaient entrepris des démarches pour régulariser sa situation et ils avaient même un projet pour lui, c'était de l'accueillir pendant quelques années directement chez eux. Donc tu vois, en fait, il m'a pas marqué que moi, il a marqué aussi les personnes de ce foyer. Vraiment, c'est ce genre d'histoire, franchement, c'est émouvant. Il doit y avoir des situations tellement horribles dans ton quotidien, dans les hospitalisations, etc., que quand tu vois des choses comme ça qui se dénouent aussi bien, j'ai envie de dire, tu te dis waouh, mon Bah ouais, métier, il fait quand même, il permet de belles choses, quoi. bah, quand tu as les histoires, compliquées qui s'accumulent et là, tu as une petite histoire comme ça qui arrive, franchement, ça te rebooste, ça te redonne foi dans ce que tu fais, ça te redonne du sens. C'est là où je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là de la santé mentale parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué et vraiment on fait quelque chose de beau, quoi. Et mais du coup, toi, t'es arrivé dans ce domaine-là par passion, etc. Est-ce que du coup, toi, en tant qu'enfant, ado ou plus grand, tu avais été suivi par un psychiatre ou un psychologue? Non, moi j'ai jamais eu de suivi psy, même si en y repensant, j'aurais pu en avoir un quand j'étais au tout début du collège. Ma rentrée en sixième, ça a été assez compliqué pour moi. Beaucoup d'anxiété et beaucoup de somatisation. La somatisation, tu sais, c'est quand t'as mal au ventre ou quand voilà, t'as des choses qui passent par le corps, quoi. Je peux te dire que je connais par cœur ça. J'ai des souvenirs des veilles de rentrée, des veilles de lundi. J'avais mal au ventre, j'arrivais pas à dormir et je faisais toujours ce cauchemar où j'arrivais à l'école, soit j'avais pas mon cartable, soit j'étais toute nue, ou alors j'étais en pyjama. C'est ça, mais et franchement, en plus, les somatisations, faut pas croire, mais en vrai, enfin moi je me souviens et c'était réel. Enfin, on a vraiment mal au ventre, quoi. C'est pas, la petite douleur de Bah oui, comédie ou oui, quoi, c'est vraiment, c'est réel, quoi. c'est vraiment. Et puis tu te tapes des coliques, des constipations, des diarrhées, tout ce que tu veux. Pareil, moi, les rentrées collège, pareil, ça a été. Bah, de toute façon, toute l'école, ça a été. C'est ça et du coup, ouais, beaucoup de choses comme ça qui étaient compliquées pour moi à gérer et en fait, les 2 premiers mois de la sixième, bah, j'étais tous les matins à l'infirmerie, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Enfin, ça m'inquiétait, je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au ventre comme ça?» Et en fait, ça a disparu progressivement. En y repensant, maintenant, en analysant un petit peu, je pense que c'était de l'anxiété de séparation que je faisais parce que à l'époque, faut se remettre dans le contexte, même toi, hein, je pense quand on était en sixième, on n'avait pas les téléphones portables. J'ai dû attendre d'avoir 15 ans pour négocier d'en avoir un, hein. Ouais, pareil. Je sais pas si toi t'avais ça, mais moi j'avais, une carte téléphonique, tu sais, que tu mets dans les bornes. Mais oui, Voilà, où tu as un forfait oui, dessus. j'en avais une. À l'époque, moi j'avais pas ça. Je pense que j'avais peur de louper le bus le soir et de pas réussir à rentrer chez moi et je pense que tout ça, ça devait créer de l'anxiété et ça devait être sûrement ça, en fait, que j'ai eu à l'époque. Mais non, après moi j'ai jamais, vu de psy, quel qu'il soit, mais voilà, ça aurait pu être, le moment à cette période-là. En y repensant, je pense que ça aurait été super bien pour moi aussi d'en avoir un plus tôt, bien avant mes 18 ans. Et c'est marrant que tu parles d'aller à l'infirmerie parce qu'en fait, ma maman est infirmière scolaire dans un collège en REP. C'est des collèges où c'est pas facile. Et je pense que une très grande partie des enfants et des adolescents qu'elle reçoit, ce sont des personnes qui sont en fait en souffrance, qui ont mal au ventre ou qui ont mal à la tête, mais qui derrière, en fait, il faut creuser. Et en fait,
pour parler régulièrement avec elles, le nombre de jeunes qui sont dans une souffrance de fait d'un environnement familial propice à un mal-être, du fait d'une situation personnelle qui est compliquée, du fait de violences dans la famille. Il y a un grand nombre d'enfants et d'adolescents auxquels elle est confrontée et qui relèvent en fait, d'un soin psychologique. Et elle fait de l'accompagnement presque de psychologie tous les jours parce que derrière le mal au ventre et derrière le mal à la tête, en fait, il y a un grand besoin de parler, de dire des choses, de mettre des mots sur des mots MAUX. Et il y a beaucoup de métiers comme ça qui touchent de très près à la santé mentale et qu'on n'imagine pas. Hein. Et puis en plus, les infirmières scolaires, elles sont au premier plan. C'est les premières à recevoir les ados à l'infirmerie de l'école. Là, je le vois sur mon stage actuel, hein, je suis en pédopsie ado. Et ben, on travaille avec les infirmières scolaires. Enfin, on peut les avoir au téléphone pour discuter de certains adolescents, justement, qu'elles ont pu voir par rapport à ces problématiques, ouais. Il y a une vraie collaboration, je pense, à envisager et je sais pas toi comment c'est géré, etc. Mais en tout cas, dans la zone géographique où ma mère travaille, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des services à proximité ou en tout cas un travail de lien continu. Ce qui fait qu'en fait, même si elle est déjà dans les écoles primaires pour faire les bilans, avant l'arrivée en 6e, ensuite elle les voit pendant le collège, elle peut voir déjà des choses qui dysfonctionnent dès l'école primaire, sur des retards dans l'apprentissage, sur des choses un peu lourdes, etc., ou sur des environnements familiaux assez difficiles. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le lien entre les différentes structures, les écoles, les services de psy, les cabinets, etc., où il y a peut-être un lien qui manque encore un peu. Ouais, non, mais t'as raison. Et c'est là où le travail interdisciplinaire, il est hyper important parce que chez les enfants et chez les adolescents, l'environnement, c'est la famille, mais c'est aussi énormément l'école. Et l'école, elle joue un rôle très, très important dans le développement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire du lien entre tout le monde, ouais. Et du coup, pour en venir un peu à la perception de la santé mentale en France, à ton avis, quels sont les préjugés les plus coriaces que tu essayes d'expliquer, de dénoncer ou en tout cas de remettre dans son contexte? La psychiatrie, c'est pour les fous, celui-là. Celui-là, je pense que c'est celui qui revient le plus. La psychiatrie, c'est pour les fous. C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode en compagnie d'Hippolyte. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur l'application sur laquelle vous l'avez écouté. Dans le prochain épisode, nous parlerons des effets de la pandémie sur notre santé mentale, mais aussi de la souffrance psychique de manière générale qui nous touche tous et toutes au moins à une période de notre vie. Nous parlerons aussi de l'anxiété et des troubles anxieux. Qui sont-ils? Comment les solutionner? Nous parlerons aussi de cette tendance à parler à tort et à travers des hauts potentiels intellectuels, ainsi que de l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale, et il faut dire qu'ils ne sont pas sans conséquences sur notre perception de nous-mêmes. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée, et surtout n'oublie pas, sois sage, un peu, mais parle fort, beaucoup.